Voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Donc, bonsoir à tous. Ça y est, la salle virtuelle est ouverte, donc vous devez pouvoir nous voir. Eh bien, bienvenue au Jeudi d'Artege. Alors, pour laisser à chacun le temps d'entrer dans la salle virtuelle, je vous propose, à vous qui êtes déjà connectés, de voyager un peu ensemble, que chacun nous dise sur la messagerie instantanée d'où il nous écoute ce soir, de quelle ville. Voilà, si vous voulez bien. Ah, je vois déjà peut-être des personnes un peu habituées qui me disent Rennes est connectée. Très bien. Alors, j'ai donc Rennes. Nous avons Lyon, Perpignan aussi. Alors, voilà, vous pouvez l'écrire sur la messagerie instantanée. C'est normalement à droite de votre écran. J'ai Nantes, Versailles, Perpignan de nouveau, Charolles dans le 26, Paris, Metz, Paris. Ça va trop vite. Oui, Chartres, Paris 17e, Viroflay, Nantes, le Val d'Oise, Saint-Brieuc, Troyes, Dunkerque, Arras, Lyon, Toulouse, Poitiers, Nîmes, Moscou. Waouh, magnifique. Toulouse-Blagnac, Libourne, Le Mans, Libourne de nouveau, Coursuel-sur-Mer, je ne connais pas. Brest, Lyon de nouveau, Marseille, Blois, Versailles, Paris-Nantes, Le Chesnay, Guidel de Bretagne, Lausanne en Suisse, Mer en Loire-et-Cher, Paris, Plan de Cuc, je vois pas trop où c'est, Surgères, Roche-sur-Yon en Vendée, c'est magnifique, Arles, Rieux-la-Pape, pas très loin de Lyon du coup, Clermont-Ferrand, Colombes, Sainte-Anne-d'Auray, Auray, le Lot-et-Garonne, Nantes, Saint-Denis de Pile, Perpignan, Nantes, Strasbourg, Orléans, beaucoup de Parisiens, Rambouillet, Munich en fait. Waouh. Brignais dans le Rhône, Lyon, Strasbourg, super. Mission étrangère de Paris. Ah oui, c'est un séminariste, je me souviens. Plan de Cuc, c'est à côté de Marseille, me dit la dame. Voilà, on a vraiment on fait le tour de France et même parfois on voit Munich, Moscou, c'est super. Alors, très bien, je pense que oui, on a à peu près les 2/3 des personnes qui sont connectées. Et puis de toute façon, eh bien le webinaire est enregistré, donc même ceux qui ratent le début pourront le revoir. Un dernier, Fougères dans le 35. Super. Eh bien, voilà, nous allons, je pense, commencer. Bienvenue au Jeudi d'Artege, officiellement. Alors, nous commençons chaque jeudi à 21h. Un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu Monseigneur Ray sur l'islam, c'était la semaine dernière, l'abbé Grosjean sur le thème Donner sa vie, Mélina et Pascal Oudot sur le thème Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, perspective hautement débattue il y a 2 semaines. Serge Abad-Galardo qui avait confronté secret maçonnique et vérité catholique. Le docteur Théier sur les expériences de mort imminente. Voilà, nous avons reçu encore beaucoup d'autres intervenants. Et la semaine prochaine, nous recevrons Gabriel Cluzel, voilà, qui va nous parler de l'enracinement. Tout ce programme est à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Je vous mettrai le lien tout à l'heure sur la messagerie. Le format est toujours le même, c'est 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé de l'auteur, puis 1 heure de questions-réponses. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écrire vos questions sur la messagerie instantanée, donc c'est confidentiel. C'est normal que vous ne voyez pas les questions des autres ou les interventions des autres. Voilà, on a choisi ce mode confidentiel. Donc je suis la seule à pouvoir le consulter et j'en poserai le plus grand nombre à l'intervenant. Voilà, éventuellement d'ailleurs, l'intervenante peut aussi regarder le chat, mais a priori elle va plutôt se concentrer sur son intervention. Donc ce soir, nous sommes avec Blanche Trèbe. Blanche Trèbe, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Voilà, vous êtes docteur en pharmacie. Après avoir travaillé 12 ans en recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes aujourd'hui directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita.
Ce soir, nous allons parler des extraordinaires avancées de la science qui placent entre nos mains de nouveaux pouvoirs, des plus prometteurs aux plus menaçants. Nous avons désormais la possibilité d'intervenir sur l'origine de la vie humaine. Nous sommes entrés dans l'ère des bébés sur mesure. Et vous, Blanche, vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Bébés sur mesure, le monde des meilleurs, que j'ai ici. Je vous remettrai le lien tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont pas encore dans leur bibliothèque. Voilà, page après page, vous nous invitez à réfléchir sur à quoi ressemblerait le monde des meilleurs, un monde où les êtres humains, en plus d'être triés, seraient améliorés, voire augmentés. Vous nous proposez quelques clés pour encourager un sursaut éthique pour l'humanité. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole sur ce vaste sujet pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée. Ensuite, je pourrai les poser à Blanche. Voilà, Blanche, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lucie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans mon bureau. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon, mais normalement, on a fait des essais, donc voilà, ça doit bien fonctionner. Je suis contente de pouvoir faire cette conférence en ligne. C'est vrai que la technique nous permet quand même de pouvoir, malgré tout, nous retrouver de temps en temps les uns, voilà, de manière artificielle, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler de mon essai ce soir. Voilà, en choisissant quelques petites bribes parce qu'évidemment, je pourrais pas tout aborder, mais voilà, je vais prendre des petites touches et essayer de rentrer avec vous dans ces sujets. D'abord, peut-être pourquoi ce livre, hein, je me suis dit que c'était vraiment essentiel d'aider à comprendre un maximum de personnes, d'aider à comprendre où nous emmènent ces basculements, hein, dans le domaine de la procréation artificielle d'un côté et dans le domaine aussi de la manipulation de l'embryon. C'est des sujets qui sont vraiment intimement liés, et j'ai travaillé cet essai pour les états généraux de la bioéthique, même si c'est bien au-delà d'un calendrier politique, mais en tout cas, je me suis dit que c'était le moment clé dans lequel, eh bien, les personnes avaient le droit de comprendre, avaient le droit de savoir ce qui se trame, ce qui se trame. Voilà, donc je portais ce projet dans mon cœur, et puis Artege a été le précieux déclencheur. Voilà, ils ont eu le flair de venir de me demander de l'écrire, donc ça a été l'étincelle pour me lancer dans ce travail. Cet essai, c'est un livre, voilà, à plusieurs niveaux. Je dirais que c'est un peu une enquête, c'est un peu du journalisme, mais en même temps c'est de la vulgarisation scientifique. Puis il y a aussi pas mal de réflexions sociologiques, philosophiques. Voilà, c'est un livre dans lequel j'ai vraiment mis beaucoup de références. Il y a 250 à peu près références. Je suis vraiment allée creuser ce qui se passe à l'étranger, etc. Voilà, et c'est vrai que d'avoir travaillé ces sujets, d'une certaine mesure, d'être pas à la pointe non plus, mais en tout cas assez au fait, et bien malgré tout, je me suis fait largement surprendre, voilà, puisque ce que j'explique dans mon livre, qui est sorti en avril 2018, je parle de ces bébés génétiquement modifiés, par exemple, et je les voyais, moi, comme un risque, comme un enjeu majeur, mais pour les quelques années à venir. Et finalement, moins de 6 mois après mon livre, eh bien, les premiers bébés génétiquement voilà, sont nés en Chine. C'était fin 2018, et c'est vrai que ça a été quand même voilà, une surprise, y compris pour moi qui m'attendais à ça, mais vraiment pas aussi vite. Finalement, tout va très 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 vite dans ces sujets-là. Et j'ai aussi essayé de creuser pas mal de sujets que je pensais possible de retrouver dans le futur projet de loi bioéthique. Et effectivement, la loi qui est sortie 15 mois plus tard, eh bien, reprend un certain nombre d'enjeux que j'ai expliqués. Voilà, les gamètes artificielles, la modification du génome dont je viens déjà de parler, et puis d'autres choses, voilà, que finalement j'avais pu pressentir et mettre dans cet essai. Alors, peut-être pourquoi ce titre aussi, eh bien, bébé sur mesure, parce que, bon, on comprend assez vite, hein, aujourd'hui, la technique nous permet deux choses. La première, c'est de trier de plus en plus les embryons, mais aussi eh bien, de bricoler les embryons. Alors, les trier finalement
un état d'esprit de toujours meilleur, essayer d'éviter un maximum de problèmes qui seraient prévisibles. Je pense par exemple à des maladies génétiques, etc. Donc on va dire le bébé sur mesure, le bébé le mieux possible. Et de l'autre côté, eh bien on va vers des bricolages. Je vais vous parler tout à l'heure de la FIV à 3 parents, notamment. On va vers des bricolages pour fabriquer à tout prix des bébés, quel que soit finalement le risque qu'on va faire prendre à ces enfants. Donc vous voyez, c'est deux choses qui sont finalement totalement paradoxales, mais au fond, c'est les deux faces d'une même médaille qui sont une tentation hein, finalement eh bien, de maîtrise et de vouloir prendre la main finalement sur la vie. Et le monde des meilleurs, la deuxième partie du titre, bon bah évidemment ça fait référence au livre Le meilleur des mondes hein, de Aldous Huxley évidemment. Et en fait, ce monde des meilleurs, eh bien finalement c'est un monde que j'essaye d'imaginer aussi un peu dans cet essai, où finalement il y aurait eu beaucoup de personnes issues d'un tri ou ayant même subi une modification dans leur propre biologie ou issues d'un contrat, par exemple la GPA, et bien comment ce monde-là finalement eh bien transforme finalement les relations interpersonnelles, quel impact tout ça peut avoir finalement sur la société de manière assez large. Et ça, je pense que je reviendrai peut-être un peu dessus tout à l'heure. Avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire que toutes ces avancées de la science et la créativité humaine, hein, qui est une bonne nouvelle, qui est aussi et bien finalement des dons qui sont donnés aux êtres humains, hein, bien toutes ces avancées, elles ont permis des progrès techniques qui sont vraiment souvent bons et on en bénéficie tous les jours. Et je pense que vraiment, voilà, on peut continuer à s'émerveiller des progrès thérapeutiques, des prouesses médicales, voilà, qui légitimement bien, font naître en nous une certaine gratitude. Euh, je pense que vraiment la créativité humaine dans ce domaine voilà, est assez extraordinaire et le désir de beaucoup de vouloir prendre soin de l'autre, je pense que c'est vraiment une belle vocation au fond de l'être humain. Mais c'est vrai dans le domaine qui nous rassemble là ce soir, je vais vous montrer qu'on observe que la technologie elle s'emballe, elle s'impose aussi d'une certaine manière. On lui demande parfois de réparer ce qu'elle-même a déjà abîmé. Et finalement, elle combine aussi une offre qui dicte aussi la demande et tout ça, ça façonne, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou pas, ça façonne nos modes de vie, nos modes de pensée. Et puis ça peut nous dominer et ça risque aussi de nous entraîner dans une logique technicienne voilà, dont on n'a pas forcément totalement confiance. Et dans ces sujets voilà, qui nous intéressent ce soir, je crois que tout a commencé finalement quand on a pris l'embryon entre nos mains. On est passé à un moment de la vie donnée à la vie produite. Et évidemment, ça ne pouvait pas être anodin. Et c'est ce qui a fait finalement de plus en plus sournoisement, mais vraiment sûrement, passer l'embryon humain de sujet à objet. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que l'homme se croit autorisé, se croit même capable de fabriquer finalement la vie de toutes pièces et même de fabriquer la vie au fond en pièces détachées pratiquement, voire même à créer des enfants totalement hors sol. J'en reparlerai. Le premier exemple peut-être que je peux prendre, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, donc j'aime bien apporter un éclairage là-dessus. Et pourtant, c'est déjà relativement installé dans certains pays. C'est ce qu'on appelle la FIV à 3 parents. Alors FIV, donc c'est fécondation in vitro. Pourquoi 3 parents? Parce que ça fait intervenir un donneur de sperme, le père, la mère biologique qui va donner son ovocyte et une donneuse d'ovocytes. Et alors le bricolage qui est mis en place, eh bien, c'est de prendre uniquement de celle qui souhaite être la mère biologique, uniquement le noyau de son ovocyte qui contient l'ADN, les chromosomes, et de transposer ça dans l'ovocyte de la femme donneuse, ovocyte dans lequel on a justement aussi enlevé le noyau et les chromosomes. Vous voyez, on change finalement les chromosomes d'un ovocyte à l'autre. Et ensuite, on procède à la fécondation avec le spermatozoïde qu'on force à rentrer dans cet ovocyte totalement bricolé.
Cette méthode-là, elle a été imaginée parce que, eh bien, il y a malheureusement parfois des maladies qui peuvent être transmises par la mère, par l'ovocyte, par des petits organites qui sont présents dans chacune de nos cellules, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On a tous dans chacune de nos cellules des mitochondries, c'est des petites usines à énergie. Et bien parfois, la particularité de ces mitochondries, c'est qu'elles contiennent un petit morceau d'ADN. Donc, il n'y a pas que les chromosomes, il y a aussi un petit morceau d'ADN dans ces mitochondries. Là, c'est pas toujours très connu. Et en fait, parfois, ce petit morceau d'ADN est défectueux. Donc, on s'est imaginé qu'en fait, on pourrait jeter l'ovocyte maternel, ne garder que les chromosomes et choisir l'ovocyte d'une femme qui ne serait pas porteuse d'une anomalie. Vous voyez, c'est l'alibi au fond de la maladie, hein, qui est là mis en avant. Mais en fait, les problèmes de cela, c'est que d'abord, ça considère l'ovocyte maternel comme un simple sac à main qu'on pourrait transvaser comme ça, alors que la contribution maternelle de cette première cellule à l'origine ensuite de toutes les autres est absolument majeure. C'est pas juste une enveloppe, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est cette première cellule qui contribue eh bien à la vie de cette première cellule humaine et puis ensuite à son développement. Le problème aussi, c'est que bien on fabrique un embryon qui, dès le départ, contient de l'ADN issu de 3 personnes différentes, ce qui est loin d'être évidemment anodin, d'autant plus que, puisque c'est la première cellule et qu'ensuite l'embryon se développe et l'enfant, chacune des cellules de cette personne, finalement, contiendront les mitochondries de la donneuse. Donc, vous voyez, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et donc la libye de la maladie a été évidemment mis en avant pour ces bricolages, mais on voit bien que c'est complètement un artifice parce que le vrai marché, déjà en place, en particulier par exemple en Ukraine, c'est un pseudo-rajeunissement des ovocytes. C'est-à-dire que pour des couples, des femmes qui ont des difficultés pour lesquelles les fécondations in vitro classiques ne fonctionnent pas, eh ben on va leur proposer d'aller prendre l'ovocyte d'une femme jeune en espérant que ça fonctionne mieux. Et voilà, et ça c'est vraiment assez emblématique finalement de ce que je vous disais au tout début, de ces bricolages, on est prêt à tout. Et là on est, comme j'aime souvent à le dire, parce que je pense que c'est éclairant, on n'est même plus sur des essais sur l'homme, mais on est vraiment dans des essais d'hommes, puisqu'on ne sait absolument pas les conséquences psychologiques d'un côté, mais aussi tout simplement sur la santé de cet enfant. Et c'est un marché qui s'est déjà ouvert, en particulier, je le disais, en Ukraine. Il suffit de mettre, on appelle ça don de mitochondries, parce que alors en bioéthique, on aime beaucoup la novlangue, on invente des tas de choses pour faire passer un peu mieux la pilule. Et donc, FIV3 par an, c'est quand même porteur de questions, puisqu'il y a 3 par an. Donc, voilà, en novlangue, on dit don de mitochondries. Et donc, si vous regardez sur Internet, vous verrez que certains pays le pratiquent déjà. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, là on en a peut-être un peu plus parlé puisque ça fait partie du projet de loi bioéthique, ce sont les gamètes artificiels. Les gamètes, donc c'est les ovocytes et les spermatozoïdes. Et gamètes artificiels, pourquoi? Parce que ce sont des gamètes qu'on ne va pas obtenir à partir des cellules germinales, donc ovaires, testicules, mais qu'on va fabriquer de manière artificielle à partir d'autres types de cellules, à partir soit de cellules déjà adultes, comme une cellule de peau, ou à partir de cellules qu'on aura prélevées sur un embryon humain. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire ça, on sait prendre une cellule, par exemple, de peau, la faire redevenir originelle, si l'on peut dire, et ensuite la forcer à devenir un gamète, un spermatozoïde ou un ovocyte. Ça, c'est des travaux qui sont déjà assez avancés sur l'humain et aussi beaucoup sur l'animal, puisque eh bien, on a déjà fabriqué comme ça des souriceaux qui eux-mêmes sont devenus parents. Donc c'est quand même assez avancé. Et dans la région où j'habite, il y a des startups qui travaillent sur toute cette gamétogénèse forcée, artificielle. Là encore, il y a parfois des alibis qui sont mis en avant de traitements, par exemple, eh bien pour permettre à des petits garçons qui devraient subir des chimios, eh bien, qui ne sont pas encore pubères, donc on ne peut pas faire de recueil de sperme. Eh bien, ce qui est mis en place parfois avec le consentement de l'enfant, des parents, etc., sont prélevés
eh bien des morceaux testiculaires, voilà, et conservés pour ces petits garçons qui malheureusement doivent subir des traitements, par exemple des chimios qui altèrent leur fécondité. Eh bien l'idée est eh bien de forcer finalement des cellules à devenir des gamètes. Mais évidemment, toutes ces recherches-là, elles ne sont pas derrière ces questions-là qui sont d'abord difficiles et douloureuses, mais qui sont aussi finalement pas si fréquentes. Le vrai marché, il est évident, hein, c'est le marché de l'infertilité. Puisque si on peut fabriquer des spermatozoïdes, par exemple, avec n'importe quel type de cellule, eh bien dans ce cas-là, plus personne n'est infertile. Mais là encore, les problèmes qu'on voit avec ça sont énormes, puisque bien dans le corps humain, que ce soit dans l'ovaire de la jeune femme, de la femme, il faut savoir qu'elle porte en elle ses ovules depuis qu'elle est elle-même fœtus, ou le petit garçon et le jeune homme, eh bien, les gamètes, ils se fabriquent tout doucement dans des micro-environnements particuliers, avec un certain type d'hormones, etc. Or, forcer des cellules qui ne sont pas destinées à être des gamètes à diviser en deux leur nombre de chromosomes, etc., de manière artificielle, eh bien, c'est voué eh bien, à fabriquer des gamètes qui auront des anomalies probablement qu'il sera impossible de contrôler si on décide d'aller jusqu'à la fécondation de ces gamètes artificiels. Aujourd'hui, le projet de loi prévoit d'autoriser ces recherches qui sont déjà commencées, hein, avec la limite en tout cas par amendement pour l'instant, puisque la loi n'est pas terminée, hein, avec la limite de ne pas avoir le droit de les féconder. L'autre sujet dont on a pas mal parlé aussi, c'est cette possibilité qu'on a aujourd'hui de modifier l'ADN des cellules. Alors c'est tellement performant, tellement extraordinaire que ça a été l'objet du prix Nobel, hein, cette année pour les découvreuses, puisqu'en termes de thérapie génique, c'est particulièrement intéressant, puisqu'on peut eh bien, ouvrir de nouveaux champs de thérapie, par exemple sur des maladies du sang. Et ça, c'est vraiment des progrès dont on peut vraiment se réjouir et se féliciter. Après, la ligne rouge, hein, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, eh bien, c'est cette possibilité aussi qu'on a, si on le veut, de modifier l'ADN de spermatozoïdes, d'ovules et même d'embryons humains. Et cette question-là a été mise aussi eh bien, dans la loi bioéthique, même si hier les sénateurs ont enlevé cet amendement, enfin cet article, mais bon, qui peut revenir. En tout cas, on n'est plus du tout dans comment dirais-je, dans le fantasme ou dans la science-fiction, puisque eh bien, des bébés génétiquement modifiés par cette méthode-là sont déjà nés en Chine. Donc on est vraiment sur des sujets qui sont extrêmement concrets, quoi, extrêmement actuels. Le dernier engrenage dont je voudrais vous parler, c'est celui du diagnostic préimplantatoire. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, quand on a un embryon in vitro, eh bien, on peut lui prélever une cellule et pratiquer sur cette cellule des analyses génétiques, un karyotype, etc. C'est pas un diagnostic qui est 100% fiable, voilà, parce qu'on peut avoir prélever une cellule anormale alors que le reste de l'embryon était normal. Et puis on sait aussi aujourd'hui avec certitude que parfois l'embryon s'auto-répare quand une cellule est anormale, donc peut-être qu'il se serait de lui-même spontanément soigné d'une anomalie. Alors aujourd'hui en France, le diagnostic préimplantatoire a une utilisation très 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 stricte, hein. Puis c'est finalement assez peu fréquent puisqu'il y a à peu près 700 demandes par an, ce qui aboutit en gros à 200 naissances par diagnostic préimplantatoire par an. Et en tout cas en France, c'est vraiment réservé à des familles dont on sait qu'il y a un risque de transmettre une maladie héréditaire, une maladie d'une particulière gravité, une maladie incurable aussi. Ça, c'est les critères aujourd'hui pour avoir accès à ce diagnostic. Mais voilà, on a vu qu'il y avait des fortes pressions, en première lecture en particulier, pour généraliser de plus en plus ce tri embryonnaire. Et au fond, c'est un toboggan, hein, qui se met en place, hein, parce que d'abord, eh bien, on va justifier cette technique pour éviter des maladies très graves, et puis ensuite des maladies moins graves. D'abord, on va peut-être chercher un seul critère, et puis après, on va ouvrir un large éventail, voilà. Et ensuite, même à des traits de caractère esthétiques, vous voyez, physiques. Et puis, ben, au début, on le réserve aux familles à risque, puis ensuite, finalement, on l'étend à tous les embryons qui sont
qui sont créés en fécondation in vitro, et puis finalement à toute la population. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Au fond, on voit qu'il y a vraiment cette tentation d'un glissement du diagnostic préimplantatoire pour tout et aussi pour tous, parce que, eh bien, au fond, la technique, elle appelle la technique. Vous voyez, au début, on faisait des fécondations in vitro pour un problème de fertilité, et puis finalement, on va faire des fécondations in vitro pour trier les embryons. Je prendrai l'exemple de l'Angleterre, par exemple, où il y a une liste qui est disponible sur Internet de pathologies ou de critères qui permettent d'avoir accès à ce diagnostic préimplantatoire. Cette liste, elle ne cesse pas de s'allonger. Et pour vous donner un exemple, pour comprendre l'enjeu, c'est qu'il y a par exemple dans ces critères-là le strabisme. Voilà, parce qu'il y a un lien entre un gène et le strabisme, donc c'est le fait de loucher en fait, qui ouvre la possibilité au tri des embryons. On est d'accord que c'est pas confortable ni esthétique, hein, évidemment, de souffrir de cela, mais en tout cas, ça n'est absolument pas une question de vie ou de mort, et en tout cas, voilà, le tri des embryons va jusque-là, par exemple en Angleterre. Il faut savoir que c'est un marché, c'est vraiment un business en fait aussi, puisque il y a, il y a déjà dans le monde 1 million d'embryons qui sont contrôlés chaque année, et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter, et c'est un marché de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà, c'est vraiment un business. Et pour voir encore un petit peu ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est toujours éclairant, et bien voilà, aux États-Unis ou à Chypre par exemple, et bien ces techniques-là sont en libre accès dans des cliniques privées pour bien par exemple choisir un embryon selon son sexe. Donc voilà, on a déjà un garçon, on veut une fille, ben on va faire une fille même si on n'est pas infertile, trier les embryons et choisir un garçon. Et il y a aussi le marché évidemment du critère esthétique, comme par exemple la couleur des yeux, qui aujourd'hui est un marché assez en vogue aux États-Unis. Mais au fond, pourquoi vouloir choisir la couleur des yeux de ses enfants Je crois que tout simplement le besoin vient parce qu'il y a l'offre. Et c'est là, vous voyez, que la technique prend finalement le pas sur finalement les mentalités procréatives. Et là, on se rend compte vraiment qu'on passe petit à petit de l'enfant comme don, l'enfant accueilli, à finalement l'enfant trié, l'enfant choisi. Je crois que tout ça, voilà, il y a le danger d'une vraie utopie au fond, parce qu'un enfant parfait, bah, ça n'existe pas. Hein. Et évidemment que toutes ces techniques, elles ne nous prémuniront pas des pépins de la vie. Voilà, je crois que l'être humain, dans sa condition humaine, est vulnérable. Voilà, ça fait partie de notre condition humaine. C'est aussi, on peut le voir comme ça, une bonne nouvelle, parce que n'est vulnérable finalement que ce qui est vivant. Donc, je crois que c'est vraiment une folie il n'y a que de vouloir mettre la vie sous condition parce que nous sommes vulnérables, alors que au fond la vulnérabilité est une condition de la vie. Voilà un peu pour des éclairages sur quelques techniques, et je vais peut-être aller assez vite pour ouvrir peut-être quelques pistes de réflexion. Il y a une anecdote que j'aime raconter parce que je trouve qu'elle est éclairante. Enfin, moi, en tout cas, elle a fait bouger énormément mes lignes intérieures. Voilà, c'est l'histoire d'une de mes collègues, une amie avec qui je travaillais dans mon ancien poste dans l'industrie, qui a eu un cancer l'année de ses 50 ans. Et ce cancer avait quelque chose d'héréditaire, hein, puisque c'était une prédisposition génétique, comme on dit. Voilà, et bon, son pronostic était engagé, mais voilà, grâce à notre merveilleuse médecine, eh bien, elle a été bien prise en charge, puis elle avait un sacré mental, donc elle s'en est sortie. Et voilà, moi je l'avais accompagnée, je vivais aussi des choses difficiles de mon côté, donc on était assez finalement proches. Et voilà, quelques années plus tard, j'ai appris que ce gène en question, dont elle était, qui la concernait, justifie aujourd'hui, y compris en France, l'accès à cette technique de tri pour concevoir et trier et rejeter finalement les embryons filles qui le portent. Alors évidemment, j'ai repensé à elle parce que, bien au fond, aujourd'hui, on ne lui laisserait pas sa chance de vivre. Voilà, quand bien même elle aurait une espérance de vie de 50 ans, voilà, aujourd'hui, les biotechnologies décideraient par avance, et puis aussi à sa place, hein, finalement, que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Alors,
évidemment, ce savoir porteur d'une prédisposition, ça peut aussi être source d'un progrès immense. Hein. Il ne faut pas tout voir en négatif, surtout si ça permet une bonne surveillance ajustée, d'adapter un certain nombre de choses, par exemple dans son mode de vie, etc. Donc, tout ça est une bonne nouvelle, mais vous voyez bien que si ça sert à trier par avance, eh bien, c'est pas une victoire contre la maladie. Finalement, c'est plutôt une victoire de la sélection, je crois. Et pour continuer sur cet exemple-là, vous voyez, je voudrais quand même peut-être dire aussi que euh, si c'est le choix individuel qui fait loi, finalement, qui prime, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus de limite, parce qu'il y a aucune limite, finalement, au désir des uns et des autres. Et l'autre exemple que j'aime utiliser, parce que c'est très parlant, eh bien, c'est le fait qu'aujourd'hui, ces méthodes de tri embryonnaire servent à choisir d'avoir un enfant porteur de handicap. Et ça, c'est le cas, par exemple, des couples qui sont tous les deux atteints de surdité. Eh bien, aujourd'hui, dans certains pays, un certain nombre d'enfants naissent en étant délibérément choisis comme étant des embryons porteurs de la même anomalie. Pourquoi ces parents veulent absolument avoir un enfant sourd? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent partager avec leur enfant le même mode de communication. Et, et donc, ils rejettent les embryons sains et ils ne font pas leurs enfants de manière naturelle, alors qu'ils auraient peut-être voilà, des enfants. Ils ne laissent pas finalement la nature choisir. Et c'est là qu'on comprend au fond que et ben voilà, les désirs des uns ne sont pas les désirs des autres et que si c'est chacun qui fait sa loi, y a plus de limite en fait. Voilà. Et l'autre sujet de réflexion sur lequel je voulais peut-être éclairer assez rapidement, c'est cette conscience au fond que cette puissance technologique qui est désormais entre nos mains, eh bien, elle est en train de créer une forme de nouvelle loi du plus fort. Et ça a évidemment un impact sur notre société, puisque bien avant, nous étions en quelque sorte égaux devant la naissance. Nous n'étions pas égaux dans nos conditions de vie, mais en tout cas, on se recevait pour ce qu'on était, c'est-à-dire issu du hasard, issu de la chance ou de la providence, issu souvent de l'amour, pas toujours, mais en tout cas, on se recevait pour ce qu'on était. Personne n'avait décidé par avance de ce qu'on serait, quoi. Et finalement, ces nouveaux modes de procréation qui permettent le tri, qui peut-être un jour permettront de modifier carrément, d'intervenir dans la biologie de la personne, eh bien, ça crée une dissymétrie au fond relationnelle. Le fort, il use de son pouvoir pour concevoir ou choisir ou sélectionner le plus faible. Et je crois que au fond, eh bien, c'est une manière d'envisager la conception sous l'angle juste du projet, au fond, qui doit être mené à bien quelque part. Et ça laisse pas du tout de place à, eh bien, ce que je disais, à l'imperfection, à la providence, etc. Et c'est vraiment une conception utilitariste, au fond, de l'homme. Et cette conception utilitariste, elle est intrinsèquement contraire à la solidarité. Parce que si l'enfant, il est plus accueilli sans réserve pour lui-même, mais s'il est fabriqué selon des critères arbitraires que d'autres auront choisi pour lui, ses concepteurs, la biologie, la mode, enfin les injonctions sociales ou que sais-je encore, eh bien voilà, on est vraiment dans un cas eh bien, de fort qui exerce sa liberté sur le faible et en fait même, j'utilise parfois cette expression, un otage au fond de sa conception. Et je crois que cette conception individualiste, utilitariste, eh bien, c'est tout le contraire au fond de la solidarité en fait. Et c'est vrai que si on se ferme finalement à l'accueil de la vie de manière inconditionnelle, dans ce cadre-là, eh bien ça retentit forcément sur le reste de la société. Ça crée une forme finalement de dessèchement, je crois. Voilà. Enfin, je crois que nous sommes vraiment en train de comprendre que on est dans un affrontement culturel assez fort entre la technique qui est parfois considérée comme un absolu et puis la responsabilité morale, au fond, notre responsabilité. Tout ça, c'est des questions qui sont infiniment morales sur le sens de la vie, sur le sens de la procréation. C'est aussi une vraie question de fraternité, je pense.
au fond, cette pandémie qu'on vit, hein, elle nous a remis face à notre condition humaine fragile. On s'est pris quand même une bonne claque et finalement, l'homme moderne qui s'est un peu choisi le progrès technique comme un veau d'or, eh ben, il se retrouve désorienté, il se retrouve angoissé d'avoir peut-être trop cru en en ses propres forces et puis surtout angoissé de se dire bah, j'ai cherché à tout dominer, la nature et même ma propre nature. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, voilà, on peut l'espérer, qui soit positive. Hein. Il y a quand même toujours dans toutes les crises, dans toutes les difficultés, un possible positif. Et en tout cas, voilà, ça ouvre un certain nombre de, je pense, de prise de conscience. Hein. Et je crois que cette crise sanitaire, elle a vraiment montré, d'une certaine manière, qu'on érigeait peut-être trop la santé en valeur suprême au fond, non plus comme juste un moyen de l'existence, mais comme une fin en soi. Et parfois, on a pu se demander si l'objectif, il était juste de rester vivant et plus finalement de rester humain. Et je crois que, voilà, on a beaucoup couru derrière le progrès technique et on a oublié que le progrès, il devait d'abord et avant tout être le progrès humain. Parce que ben, je crois que le progrès, il est surtout à attendre de nous-mêmes, hein, ouais, vraiment le progrès humain, le progrès dans nos cœurs, dans notre responsabilité, dans notre conscience, voilà, d'agir, d'avoir ouais, cette responsabilité qu'on a dans nos vies, dans le monde. Et, et je crois que eh bien le bien, la vérité, ça surgit pas en fait de la technique, ça surgit pas du business, etc. Et vraiment, Romano Guardini, que cite beaucoup le pape François dans Laudato Si notamment, il nous dit hein, que l'homme moderne, il n'a pas reçu l'éducation nécessaire au fond pour faire un bon usage de son pouvoir. Et finalement, c'est cet immense progrès technologique, on ne l'a pas accompagné du développement de notre développement, du développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, c'est de redéfinir, redéfinir ce qu'est finalement le progrès humain et à quel point ce progrès, on doit d'abord et avant tout l'exiger finalement de nous. Et je terminerai en citant Alexandre Solzhenitsyn dans son discours d'Harvard hein, qui s'appelait le déclin du courage. Voilà, il disait, hein, c'était en 78, il disait qu'on rentrait dans une ère vraiment une étape décisive de notre histoire. Et donc, je vais vous lire hein, ce qu'il disait. Et c'est pour faire le lien avec cette question bah, au fond, du progrès auquel qu'on doit exiger vraiment de nous et puis de nos dirigeants, évidemment, hein, pour reparler de la loi politique, mais au-delà de ça, je crois que de la société de manière globale. Voilà, il nous disait que cette époque va requérir de nous un embrasement spirituel. Voilà, un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu l'être au Moyen-Âge, mais ce qui est plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné comme il le fut à l'ère moderne. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Voilà, nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. C'est cette exigence, je crois, cette aspiration finalement à vouloir le bien pour notre société, pour nos familles, pour nous-mêmes, qui doit eh bien, nous guider et nous permettre toujours d'avoir ce désir de progresser, de mieux comprendre les enjeux et voilà, de participer aussi dans la mesure du possible, eh bien, je crois, à éclairer les consciences parce que malgré tout, voilà, c'est des sujets de pays riches déjà, c'est des sujets complexes, mais en tout cas, ils disent beaucoup eh bien, de la manière dont aujourd'hui on regarde l'être humain. Et en cela, je crois que la bioéthique, ce sont des questions absolument majeures puisque on touche au cœur même de la vie. Et donc, voilà, c'est des questions, je crois que nous avons raison de travailler. Et
je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai un petit peu dépassé. J'espère que voilà, j'ai été assez claire. Merci, merci Blanche. Justement, il y avait une question. Première question, dans ce domaine de la bioéthique, il y a les pour et les contre de manière très marquée et souvent irréductible, mais il y a beaucoup d'indifférents. Ce sont d'ailleurs peut-être les gens qui pensent comme le prix Nobel que vous citez en introduction de votre livre, tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. Donc finalement, pourquoi se battre? Et donc la personne pose la question, comment les convaincre de l'importance vitale de ces sujets? Ouais, mais c'est une bonne question. Ah ben, c'est vrai qu'on observe parfois des caricatures d'un côté ou de l'autre, mais en fait, moi qui ai fait beaucoup de conférences, notamment quand ce livre est sorti, à des publics extrêmement variés, j'ai observé que quand on prend le temps d'expliquer, en fait, mais je dirais pas que tout le monde est d'accord, parce qu'il y a quand même voilà, des personnes qui, avec peut-être des envies scientistes, ou tout essayer, ou voilà, ou pour qui l'embryon humain n'est rien que du matériau de laboratoire. Mais en tout cas, je trouve que quand on prend le temps d'expliquer et de se dire, moi, je veux réfléchir en conscience, qu'est-ce que je pense de ça, quand les personnes font cet effort-là, quelque part, de mieux comprendre, moi, je me dis que ces sujets-là sont si importants, les enjeux sont si majeurs, on voit à quel point on a déraillé en maltraitant la nature, et aujourd'hui c'est la nature humaine qu'on maltraite. Je pense que la prise de conscience, elle est possible, mais effectivement, il y a beaucoup d'indifférents parce que il y a beaucoup d'autres problèmes. Au fond, aujourd'hui, évidemment, entre cette crise sanitaire, cette crise économique, etc., beaucoup de gens qui ont bien autre chose à penser que ces problèmes-là qui leur passent loin. Donc, évidemment qu'il y a des indifférents et ils le sont par la force des choses probablement. Mais... Merci. Euh, alors, une deuxième question, que sont devenus les embryons génétiquement modifiés en Chine fin 2018? Alors, ces petites filles sont nées. D'ailleurs, c'est quand elles sont nées que l'annonce a été faite. On était finalement, la communauté internationale, mise devant le fait accompli, puisque ces enfants étant là, il n'était plus question de contester quoi que ce soit. Hein. C'est le piège, au fond, de ce qu'on appelle le conséquentialisme. Dans les sujets de procréation, c'est souvent utilisé. Une personne humaine, un enfant, est toujours une bonne nouvelle. Donc, on ne s'autorise plus à critiquer son mode de conception. C'est un peu comment dirais-je, un piège, hein, c'est vraiment un piège. Mais là, effectivement, l'annonce a été faite après, donc, eh bien, en fait, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, évidemment, un scientifique a été condamné d'ailleurs. Euh, on a beaucoup d'inquiétudes sur leur état de santé, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'inconnus, et le pire du pire, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges, en fait. Ces petites filles, il a prétendu qu'il avait essayé de bricoler un gène pour leur éviter pour être moins sensible au virus du sida. Et en fait, il s'est avéré, en creusant, il y a eu des études de fait et des publications même il y a eu des publications qui montrent qu'en fait, son idée plutôt qu'il avait dans la tête, c'était d'essayer d'améliorer le QI. Parce que c'est des gènes qui sont assez proches. Et voilà, encore une fois, on a pris la libye d'une maladie pour bricoler des choses. Mais voilà, en tout cas, ces petites filles voilà, vivent. Je n'ai pas regardé récemment s'il y avait eu des choses sur elles, mais en tout cas, il y a eu des questionnements sur leur état de santé, effectivement. Merci. Alors, dans votre livre, dans la partie souffrance et vérité, vous dites qu'on pleure avec ceux qui pleurent, que l'homme est capable de compassion et que qui ne souhaiterait effacer la maladie, la peine et la souffrance, mais à quel prix? Et justement, j'ai une personne qui demande, que dites-vous à une personne qui veut un enfant mais qui ne peut pas en avoir? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, d'abord, on écoute. Hein. Malheureusement, cette question de l'infertilité, elle est extrêmement répandue de plus en plus. C'est un drame de notre époque, un drame qui ne va d'ailleurs pas s'arranger parce que les pronostics dans ce domaine-là sont plutôt pessimistes. Hein. C'est bien sûr lié à la pollution, à nos modes de vie, à beaucoup de choses, hein, à cette nature qu'on a trop abîmée avec
voilà, tous ces perturbateurs endocriniens qui se promènent. Donc, d'abord entendre cette immense souffrance. Mais moi, je crois vraiment que il faut accompagner les personnes dans leurs difficultés. D'abord, tout n'est pas toujours foutu, hein. Il y a quand même aussi les méthodes d'accompagnement permettent parfois de trouver des solutions qui peuvent réparer finalement ce qui est abîmé, pas toujours, mais parfois. Il y a peu d'investigations qui sont faites, malheureusement. Souvent, on passe tout de suite à la procréation artificielle, parfois beaucoup trop vite. On va tout de suite essayer d'avoir une réponse technique avant d'essayer d'apporter un vrai diagnostic, de vraiment comprendre d'où vient le problème. Parfois, on passe à côté. Donc ça, je pense que voilà, ça fait partie des premières des choses, hein. Et après, effectivement, la question du renoncement parfois qui nous est demandé dans nos vies, voilà, malheureusement, on n'est pas tout puissant et ça fait partie des désirs probablement les plus forts et les plus nobles aussi, quelque part, que de vouloir donner la vie. Mais il est vrai que parfois, eh bien, malheureusement, nos corps ont des limites, nos vies ont des limites. Et voilà, je crois qu'il faut pouvoir consoler aussi, mais permettre aussi, moi, c'est un sujet en tout cas que je connais bien personnellement. Dans un autre livre, j'en parle. En tout cas, je crois que eh bien, savoir être sur la ligne de crête et ne pas aller trop loin, eh bien, c'est aussi une source de paix intérieure. Donc, par rapport au sujet que j'expliquais de cette technique à tout prix, même parfois de cet acharnement procréatif, on peut dire, hein, et on bascule d'un côté qui peut finalement apporter plus de souffrance qu'autre chose. Merci. Une personne me dit, j'ai lu Le meilleur des mondes, qui est une mise en garde et pas une panacée, il y a 45 ans. Et depuis, je suis effarée d'avoir vu au fil des années que beaucoup de choses se sont réalisées. Vous avez évoqué les enfants hors sol. Dois-je comprendre qu'ils ont trouvé comment développer des bébés hors d'un giron maternel? Oui, alors c'est vrai, j'ai utilisé cette expression, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est un livre qui est assez intéressant, très très intéressant en particulier sur tout ce qui est question des relations humaines aussi, hein, entre les voilà. Je le recommande vraiment ce livre qui ne se démode pas, bien au contraire. Mais quand je disais hors sol dans ma tête, c'était aujourd'hui dans le projet de loi est envisagé, enfin ça a été enlevé aussi, enfin bon, c'est pas encore définitivement terminé, clos cette loi, donc, mais en tout cas a été évoqué la possibilité du double don, c'est-à-dire de concevoir des embryons in vitro avec un donneur de gamètes masculin et un donneur de gamètes féminin, donc un spermatozoïde et un ovocyte, pour concevoir un enfant et donner un embryon à un couple, en étant totalement finalement déconnecté de toute biologie, alors que dans le don de sperme, il y a quand même encore la mère, enfin bref. Mais là, la possibilité d'ouvrir au double don, eh bien là, c'est vraiment accepter l'idée qu'on crée totalement des enfants hors sol. Ça, c'est aujourd'hui, hein, concrètement, aujourd'hui, n'importe qui peut commander par Internet une donneuse d'ovocytes d'un côté, un donneur de sperme de l'autre et une mère porteuse, voilà. Et on peut fabriquer le bébé Amazon. Alors, pour nous, c'est encore un peu compliqué, quoique ça se fait, mais en tout cas, voilà, ça existe aujourd'hui. On peut totalement fabriquer un enfant hors sol. Et si on repense à la question des gamètes artificiels que j'évoquais, donc qui pour l'instant n'en sont évidemment qu'au stade de recherche et c'est tout, voilà, c'est le déracinement de la conception finalement. Merci. Vous évoquiez que c'était quelque chose qui était réservé aux pays riches. Une personne demande combien coûte en moyenne un fœtus, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas une affaire justement réservée aux riches? Et effectivement, toutes ces techniques-là, elles coûtent de l'argent. D'ailleurs, c'est aussi parce que c'est un business hein, qu'on voit de telles pressions qui sont mises en place. Par exemple, dans le projet de loi, à un moment par amendement, a été ajoutée la possibilité d'ouvrir des centres lucratifs, au fond, des cliniques privées à but lucratif dans notre pays pour la collecte et la conservation des gamètes. C'est aussi pour ça, quelque part, qu'il y avait au départ dans le texte cette ouverture à l'autoconservation pour les femmes, même sans aucune raison médicale. Ah, voilà, un vaste sujet qu'on aurait pu aussi creuser. Mais en tout cas, c'est effectivement un énorme business. Je vous parlais aussi du tri des embryons, etc. Tout ça,
tout ça, c'est beaucoup d'argent. Pour nous, c'est un peu transparent parce que ça rentre dans le cadre, par exemple, des fécondations in vitro, ça rentre dans la prise en charge par la sécurité sociale, ce qui aussi pose beaucoup de questions avec l'ouverture de la PMA pour des personnes qui n'ont pas de problème d'infertilité, puisque ça fait sortir finalement la prise en charge par la Sécu du domaine du soin. Donc ça, c'est vraiment aussi un nouveau paradigme qui choque énormément de monde, puisque voilà, la solidarité nationale est pour la santé et non pas pour des désirs. Mais combien coûte alors franchement, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, parce que d'abord, j'ai envie de dire qu'un enfant n'a pas de prix en soi. Personne n'a de prix, un être humain n'a pas de prix. Par contre, il y a des coûts assez techniques, et effectivement, c'est pour les filles plusieurs milliers d'euros. Voilà. Merci. Question, pourquoi notre gouvernement met une telle importance à vouloir traiter ces sujets et faire évoluer la législation? Quelles sont les éventuelles pressions? Alors, vous avez commencé à répondre, je crois. Il y a des pressions de différents lobbies, je veux dire ça, tout le monde s'en rend bien compte. Il y a du business. La procréation sans sexe pour tous, dont nous parlait le député Jean-Louis Touraine, voilà, c'est une question, il y a une question évidemment de business, il y a une question aussi au fond de toute puissance. Enfin, c'est la dynamique de se dire on sait le faire, faut le faire. Enfin, c'est la toute puissance technique, la toute puissance de l'homme qui veut se fabriquer lui-même, quoi. C'est l'hubris, quoi. Voilà, c'est une tentation humaine qui a plus ou moins toujours existé. Et puis il y a évidemment aussi beaucoup de pressions qui sont mises par les groupes LGBT, par les groupes qui sont plus minoritaires, mais de femmes seules qui veulent avoir des enfants toutes seules, voilà, qui font, c'est vrai, ces groupes-là quand même beaucoup de bruit aussi, et qui ont évidemment bien des forces, enfin il y a des forces un peu partout dans différents lieux de pouvoir, donc c'est un peu tout ça, je pense. Merci. Une personne demande ce qu'il en est de la naprotechnologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La naprotechnologie, oui, naprotechnologie, c'est des techniques de procréation naturelle, en fait. C'est tout à fait scientifique, ça se développe de plus en plus. Au fond, c'est réconcilier la technique avec la procréation, mais pour aboutir finalement à restaurer la fertilité naturelle du couple. Et ça utilise énormément de diagnostic. C'est une vraie étude du couple en fait qui est faite avec le couple. Donc il y a beaucoup d'examens biologiques, même des examens poussés, de suivi hormonal, etc. pour essayer au fond de donner au couple toutes ses chances de procréer de manière naturelle. Moi j'invite effectivement ceux qui seraient concernés ou qui connaîtraient des personnes concernées par l'infertilité, malheureusement, on en a tous dans notre entourage, évidemment, c'est de plus en plus fréquent, et c'est beaucoup de souffrance, à regarder, en fait, ces fertilicaires, Fertilitaire, oui. fertilicaires, je sais plus, enfin, bref, la protechnologie, effectivement, il y a des médecins, des sages-femmes qui sont formés à cela pour accompagner les couples, et ça a vraiment des bons résultats. Merci. Je vais écrire les mots pour que tout le monde puisse les voir parce que on me les demande. Voilà. Donc, très bien. Merci. Alors, que penser maintenant d'un vaccin à ARN? Est-ce un progrès médical ou une grave manipulation de la vie? Alors d'abord, les vaccins nous ont permis d'être là aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, je pense. Les vaccins, c'est vraiment voilà, une médecine extraordinaire, exceptionnelle, qui a permis d'éradiquer tellement de maladies. Donc, je trouve que déjà, faut pas mettre voilà, trop le dévolu sur les vaccins, parce que c'est quand même un progrès immense de notre médecine. Voilà. Sur les vaccins ARN, il y a beaucoup de questions. Moi, c'est vrai qu'on me questionne souvent, en particulier cette question
Est-ce que ça vient modifier notre génome, ce que j'évoque effectivement avec d'autres techniques comme j'ai pas donné les noms des techniques, mais il y a par exemple CRISPR-Cas9, celle dont on parle le plus souvent, qui là vraiment viennent modifier l'ADN. Les vaccins ARN, c'est pas du tout leur objectif, ni comment dirais-je, la manière dont on veut qu'ils agissent comme vaccin. Ça n'est pas ce fonctionnement-là. Donc évidemment, c'est des vaccins qui sont quand même assez récents. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine d'activité-là, donc évidemment, je suis allée lire pas mal de choses, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut pas faire une synthèse d'un tel sujet en quelques secondes. En tout cas, il y a, je pense, beaucoup plus de peur voilà, que nécessaire, parce que voilà, je crois quand même que eh bien, les sociétés, enfin, les entreprises pharmaceutiques se mettent au service du soin et ne sont pas juste. Voilà, je pense qu'il faut raison garder et pas trop fantasmer et effectivement toujours réfléchir à cette question du bénéfice-risque, parce que la question d'un vaccin sur une maladie qui n'est pas létale pour les personnes jeunes, bah, la question du vaccin me semble moins pertinente que pour une personne à risque. Donc voilà, je pense que Mhm. je ne peux pas tellement dire plus là-dessus. Merci. Alors, dans votre chapitre sur la reproduction humaine, ce grand business, vous citez Alexis Escudero qui ironise sur le capitalisme qui détruit nos facultés naturelles et gratuites pour nous les revendre sous une forme artificielle et payante. Alors, une personne me demande, est-ce qu'il y a un risque d'infertilité après une thérapie épigénétique? Une thérapie épigénétique. Alors ça, d'abord, je sais pas vraiment ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit le bon. En tout cas, vous en parliez, je crois, peut-être que c'est ça qui veut dire, mais pour la FIV à 3 personnes notamment, il y a des risques d'infertilité, je crois, après, ou... Alors ça, en fait, les premiers enfants qui sont nés de ça, de cette technique-là, sont beaucoup trop jeunes. En fait, ils n'ont pas encore l'âge d'être parents. Donc ça, on ne le sait pas. Par contre, la question est extrêmement pertinente et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes ces interventions-là, comme elles ont lieu au stade embryonnaire, eh bien effectivement, elles se répercutent dans tout l'organisme concerné, donc aussi dans eh bien, les ovaires, les testicules, la capacité reproductive de la personne concernée. Donc, effectivement, ce seront des modifications qui seront transmissibles génétiquement. Et là aussi, les enjeux sont assez vertigineux. Et sur la FIV à 3 parents, la FDA, donc la société américaine qui s'occupe du médicament, etc., la Food and Drug Administration, elle qui a réfléchi à autoriser aussi cette FIV à 3 parents sur son territoire, avait mis comme limite de ne garder que les embryons masculins qui seraient issus de FIV à 3 parents pour que justement il n'y ait pas de transmission de ces mitochondries qui sont dans l'embryon si c'est des petites filles qui sont nées de FIV à 3 parents. Donc vous voyez que la question de la transmission, elle est vraie, elle est évidente, elle est carrément exposée, quoi. Donc oui, ces modifications génétiques sont transmissibles. Par contre, quand on parle de thérapie génique, pour revenir sur ce mot-là, la thérapie génique, ça va être par exemple me soigner moi en tant qu'adulte, par exemple soigner une catégorie de mes cellules, une sorte de cellule de souche par exemple. Et là, non, ce ne seront pas des modifications qui seront transmissibles, pas du tout. Et là, comme tout traitement, on va réfléchir à la balance bénéfice-risque, on va vérifier mon consentement, etc. Mais dans ce domaine de soins et de médecine, on n'est pas du tout sur le même type d'enjeu. Et comme je le disais, les techniques de modification génétique qui ont donné ce prix Nobel, pour soigner des personnes, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment un immense progrès. Donc voilà, il faut pas bien garder ça en tête. Il y a des lignes rouges, mais je veux dire, c'est pas la technique en elle-même qui pose un problème. Cette technique est une bonne nouvelle, c'est une belle créativité humaine, mais c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui est à questionner toujours. Alors, une personne nous demande comment expliquer les conséquences de ces actes
à des personnes qui pensent que cela est bon, donc qui pensent que cela permet d'éviter de faire souffrir une personne, et donc que c'est admissible de supprimer un embryon qui sera malade. Pour lui éviter de souffrir, en fait, hein, si je comprends bien. Oui, eh bien, d'abord, il sera jamais là pour, pour nous le dire. Moi, dans mon livre, je parle d'un exemple, en fait, qui est une jeune femme qui témoigne, une artiste londonienne qui témoigne dans un documentaire. Elle est malade, elle a une maladie génétique qui aurait justifié à ce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Et voilà, on la rencontre dans un court reportage. Je pense que dans mon livre, il y a comment dire, les références. Et elle nous dit d'abord, que malgré ses difficultés, elle est heureuse de vivre. Et que si on lui proposait de changer, de la guérir en fait, mais qu'elle ne serait plus la même personne, elle ne voudrait pas prendre ce risque. Elle préfère rester la même personne. Donc en fait, je crois que c'est d'abord les personnes concernées qui parlent le mieux, hein, de ces sujets. Je pense aussi évidemment à ma collègue que j'évoquais tout à l'heure. Et puis je crois qu'il faut peut-être distinguer la préoccupation malgré tout individuelle d'un cas particulier et les conséquences globales sur la société. Il ne faudra jamais juger une personne qui prend une décision, que lui autorise d'ailleurs la loi, que lui conseille d'ailleurs la science et la médecine, qui se retrouve face à ses peurs, face à ses angoisses bien légitimes, dans une société qui se ferme quand même, malgré tous les efforts d'inclusion qu'on fait d'un côté, on se ferme à une certaine fragilité par cette toute-puissance technologique. Il ne s'agit évidemment pas de condamner qui que ce soit, mais plutôt d'être je pense, des piliers solides d'écoute, de consolation si besoin aussi, d'éclairage aussi, si possible, voilà, de ces enjeux, de ces décisions qui peuvent être aussi irréversibles. Mais je pense que quand j'en parle aussi de manière collective, au fond, parce que tout ça, c'est un projet de société. Et effectivement, je crois que c'est en ces termes que se posent aujourd'hui ces questions-là. D'ailleurs, c'était la question des États généraux, hein, quel monde voulons-nous pour demain? Quel homme? Moi, je préfère rajouter quel homme voulons-nous pour demain? Et voilà, où est-ce qu'on met notre soin? Et notre argent? Est-ce qu'on le met dans plus en plus de sélections, quitte à se planter en plus, quitte à se rendre malheureux parce qu'on aura trié un embryon, puis finalement on aura un enfant qui aura quelque chose qui n'était pas détectable, une forme d'autisme pas détectable ou que sais-je. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ce cas-là, on est face à un double échec en fait. Enfin, l'enfant est encore moins accueilli. Donc tout ça, c'est vraiment, je pense, un projet de société. Quoi. Vers quelle société on veut aller? Une société qui s'ouvre ou une société qui se ferme? Merci. Une personne demande, est-ce qu'une personne qui est porteuse d'une maladie héréditaire peut donner naissance à une personne indemne de façon sûre grâce au progrès? En fait, ça dépend. D'abord, la transmission, elle est variable selon, voilà, que ce soit une maladie récessive ou dominante, selon le conjoint aussi. La transmission n'est pas forcément toujours absolue. Il y a parfois chance sur 4, sur 10, enfin, que sais-je, voilà. Par contre, pour une maladie tout à fait identifiée, éligible aux critères de diagnostic, et effectivement, dans un certain nombre de cas, le diagnostic préimplantatoire peut permettre de sélectionner des embryons qui seraient non porteurs de la maladie en particulier. Mais par contre, comme je le disais, eh bien, on n'est pas à l'abri d'autres choses, parfois de choses qui ne sont pas détectables. Donc, Merci. le bébé parfait est une utopie absolue, en fait. Y a-t-il des voix parmi les scientifiques pour s'opposer à toutes ces dérives ou est-ce seulement une minorité de scientifiques chrétiens? D'abord, il y a assez peu de scientifiques, au fond, qui travaillent sur tous les sujets dont j'évoque les enjeux. On va dire que ceux qu'on entend, c'est ceux qui sont promoteurs de cela et qui sont du coup même regroupés pratiquement
dans une forme de, j'allais dire de lobby, c'est pas tout à fait ça, mais une espèce de société savante. Enfin bref, donc ceux qui veulent faire avancer la loi dans le sens qui les intéresse, par exemple simplifier, j'en ai pas parlé, mais simplifier de plus en plus l'accès à l'embryon humain pour la recherche, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont dans le projet de loi. Simplifier toute la paperasserie, enfin, ne plus avoir besoin d'autorisation préalable, mais simplement déclarer qu'on fait de la recherche sur l'embryon. Il y a un effilochage permanent de l'encadrement de l'embryon. Évidemment, ceux qui sont moteurs, ceux qu'on entend, c'est ceux qui veulent faire avancer les choses. Tous les scientifiques qui travaillent sur, il y en a des milliers, sur des tas de sujets et de points dans lesquels il y a des enjeux éthiques, il y en a toujours, mais pas aussi peut-être important que ça. Ils ont bien autre chose à faire que de venir défendre. Voilà, ils sont occupés, quoi. Donc c'est toujours un peu effectivement voilà, ceux qui veulent aboutir à les militants au fond qui se rendent visibles, mais je crois pas qu'il faille mettre la science ou les scientifiques dans un sac. Enfin, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je crois que beaucoup, et sans doute la majorité des scientifiques, euh, souhaitent qu'il y ait des cadres éthiques, souhaitent qu'on protège aussi l'écrin de la science, parce que au fond, c'est l'image qu'on en a qui doit rester positive. Aujourd'hui, on déchante de plein de choses, on déchante du progrès, on déchante de tout, en fait, et souvent à juste raison. Mais il serait quand même dommage de ne, eh bien, au fond, voilà, de tout voir en noir et de ne plus être capable de se dire qu'il y a des belles choses qui sont faites, des vrais progrès qui sont mis en place, et tout ça dans le respect de l'être humain aussi. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui travaille beaucoup sur le monde du numérique et dans la Silicon Valley, qui nous disait qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des jeunes start-upers qui veulent juste gagner plein de fric ou faire augmenter l'humain. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans les crises qu'on traverse, aujourd'hui se posent des vraies questions sur le sens de leur travail, sur leur sens de leur innovation. Je pense que c'est pareil pour les scientifiques. Autour de nous, on a beaucoup de médecins, ils sont désireux de respecter leurs patients, de prendre soin d'eux, voilà, donc je pense que quand on est dans un petit, comment dirais-je, dans un sujet comme celui-ci, on a tendance à être assez critique et c'est normal. Mais je pense que voilà, là, faut pas tout mettre effectivement dans un triste sac, quoi. Merci. Euh, alors, une personne dit, en vous écoutant, je me fais cette réflexion. Si demain, on peut choisir la couleur, la taille ou même les capacités des futurs enfants, demain, on pourra ramener son enfant en disant, c'est pas ce que j'ai commandé, c'est pas comme ça que je le voulais, et on pourrait imaginer que des parents puissent demander remboursement pour un bébé non conforme à la commande. Ou imaginer des parents déçus des échecs de leurs enfants en se disant, c'est pas comme ça que je te voyais ou que je t'avais pensé commander. Dans les pays qui permettent déjà ces technologies de sélection, est-ce qu'il y a des problèmes juridiques qui se posent sur ces sujets? Ah bah, il y a déjà énormément de problèmes juridiques, c'est une très bonne question. D'abord, on le voit déjà avec la gestation pour autrui, qui est autorisée dans certains pays, et il y a déjà des parents qui ont simplement pas récupéré, j'ai envie de dire leur marchandise pour être un peu choquante, mais qui n'ont pas récupéré leur enfant parce que il était né avec un problème. Et il y a des enfants comme ça, enfin, il y a eu le petit Gemi en Inde, me semble-t-il, ou je sais plus dans quel pays, en Indonésie, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a déjà eu, et malheureusement, ça arrive, euh, eh bien ouais, des parents qui ne veulent pas l'enfant, qui se retrouvent du coup dans un eau nulle part, quoi. Et parfois, c'est les mères porteuses elles-mêmes, des femmes pauvres, qui se retrouvent à charge de cet enfant qu'elles ont porté et mis au monde, qu'elles ne s'attendaient pas à devoir élever. Donc, les, les guerres, judiciaires sur ces sujets-là existent de toutes sortes. Euh, des, des couples qui se battent pour leurs embryons congelés, pour les détruire ou pour les garder. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu aussi un couple de deux femmes qui s'était entre guillemets fait avoir par la banque de sperme et qui avait eu un enfant de couleur alors qu'elles étaient blanches, qui portaient plainte. Donc effectivement, en fait, tout est possible. Et il y a aussi des guerres juridiques dans l'autre sens. Par exemple, il y a beaucoup euh,
de bagarre autour du fait que parfois quand des hommes meurent, je pense par exemple aux militaires américains, souvent beaucoup d'entre eux mettent du sperme de côté, justement au cas où il décéderait, et ensuite ce sont les parents de cet homme, qui n'était pas forcément toujours en couple, hein, qui se battent juridiquement pour récupérer ce sperme, pour inséminer une mère porteuse, et un don d'ovocytes, etc., pour avoir un petit enfant, en fait. Voilà, pour venir finalement compenser le deuil de leur fils. Et ça, ça se pratique déjà. Ça se pratique, je cite les États-Unis, mais aussi il y a des situations comme ça en Chine, voilà, où on va se battre pour récupérer des embryons ou des gamètes congelés pour pouvoir continuer un projet malgré tout. Voilà, nous, il faut savoir que la question de la PMA post-mortem a aussi été discutée dans ce projet de loi bioéthique, c'est-à-dire la possibilité de faire une insémination ou d'implanter un embryon après la mort d'un membre du couple. Euh, Elle n'est pas passée hier au Sénat, mais bon, elle va peut-être revenir. En tout cas, oui, comme je le disais, en fait, si c'est le désir qui fait loi, il n'y a plus de limite et il y aura toujours des inattendus, des choses qui ne fonctionnent pas, des problèmes. Et quand on est dans une dynamique technicienne, donc avec une fabrication artificielle, et ben le contrôle après derrière est plus important puisque les risques sont plus importants. Donc au fond, c'est vraiment une machine qui s'emballe. Et effectivement, si on est dans le modèle du rien que du projet parental, en soi, c'est un mot qui faut faire très attention à ça, mais c'est assez parlant. On parle aujourd'hui de projet parental. Quand on est dans un projet technicien de cet ordre-là, eh bien, s'il y a un grain dans le rouage, eh bien, il y aura une déception. C'est les fonctionnements qui se mettent en place aujourd'hui, c'est les mentalités qui se mettent en place aujourd'hui, et c'est inévitable qu'il y ait des déceptions, des contestations, des batailles judiciaires, etc. Merci. Dans votre chapitre de la couette à l'éprouvette, vous dites ceux qui choisissent d'accueillir leur enfant malgré un problème détecté avant la naissance portent une responsabilité vis-à-vis de l'enfant, la fratrie et la société. Enfin, en tout cas, vous citez, je crois, une avocate. Oui, vous citez une avocate belge qui a commencé à dire ça, et ça fait le lien avec une question qui dit est-ce qu'il a déjà été évoqué de supprimer les aides sociales à des parents qui ont gardé leur enfant malgré le diagnostic d'un handicap? Et on pense notamment à la trisomie. Alors ça, à ma connaissance, non, je ne crois pas, j'espère que non. Par contre, les familles qui ont un enfant qui porte un handicap, effectivement, traversent parfois des difficultés juridiques sans nom. Là, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire, je pense. Et ça, ça en revient à ce que je disais du projet de société, au fond, hein. C'est vraiment cette question-là qui se pose, c'est est-ce qu'on veut mettre en place une société qui est capable d'accueillir et d'accompagner les familles, ou est-ce qu'on veut aller vers plus de tri? Dans ce cas-là, forcément, on fait peser sur la famille beaucoup trop lourd. Donc après, on comprend aussi pourquoi ce phénomène se met en place. S'il n'y a pas de soutien, s'il y a des regards de travers, si les familles qui accueillent par exemple des enfants porteurs de trisomie le témoignent, entendent des choses qui sont parfois incroyables dans la rue, ou euh, enfin, ça fait mal rien que d'y penser. Si on est dans une société qui a ce regard-là, eh bien forcément, ça fait porter trop de poids aux familles. Et c'est en ça où voilà, ce cercle vicieux doit être le plus possible empêché, en fait. Merci. Alors, une personne demande aujourd'hui, certains vaccins ou médicaments sont-ils produits en détruisant des embryons humains? L'embryon humain, il fait partie, il est autorisé dans la recherche depuis 2004, me semble-t-il. Donc, en tout cas en France, hein, dans d'autres pays peut-être avant. Donc oui, en fait, l'embryon humain sert à faire des recherches, il sert dans le domaine de la recherche fondamentale, dans le domaine de la toxicité, de recherche en toxicité, dans la fabrication aussi. Et là, il y a eu beaucoup de bruit autour des vaccins justement qui utilisaient des cellules en culture issues à l'origine, dans les années 70, de fœtus avortés. Oui, oui, c'est tout l'objectif de la recherche sur l'embryon, c'est d'utiliser des cellules des embryons et des cellules embryonnaires.
Alors ces cellules embryonnaires, en fait, c'est des cellules qu'on a prélevées à l'origine sur un fœtus ou sur un embryon et qu'ensuite on met en culture à l'infini. Parce que ces cellules ont cette capacité de se multiplier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si bien que, voilà, concernant par exemple les vaccins, bah, les cellules, elles ont été prélevées en 66, 70, je ne sais plus quelles années, il y a longtemps, et elles sont en culture. En culture, c'est toujours les mêmes, toujours la même origine en fait. Merci. Combien faudra-t-il d'années pour mesurer les dégâts sur les êtres humains génétiquement modifiés? Probablement assez vite, je pense. Je pense que voilà, s'il y a des perturbations du développement ou des problèmes de santé qu'on n'avait pas vu venir, je pense que sur la personne elle-même, on verra des choses. Après, sur les risques liés à la transmission génétique, ça, franchement, j'en ai aucune idée. Euh, Après, bon, on n'est pas encore. Je dirais que la question est un enjeu, elle se pose et on voit bien qu'il y a une cer- une certaine voie qui y va, mais pas tout non plus. Pour l'instant, on n'est pas encore dans un monde où tout le monde naît génétiquement modifié, heureusement. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Je pense que c'est important d'en parler, d'alerter et de se. Moi, j'aime bien aussi dire il faut regarder la déformation de l'homme pour comprendre ce qu'on ne veut pas devenir et ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Il faut regarder très loin pour eh bien, faire les bons choix quand il est encore temps, parce que voilà, tout ce qu'on déplorera demain, c'est ce qu'on aura décidé aujourd'hui. Donc, il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions, au contraire. Enfin, il n'est jamais trop tôt, plutôt, il n'est jamais trop tôt. Euh, mais c'est clair que c'est pas. C'est de manière globale, en fait, qu'il faut vraiment penser tout ça, et c'est pour ça que j'ai parlé de plein de sujets. C'est pas que la modification génétique. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les fameuses cellules souches? Alors, les cellules souches, il y en a plusieurs sortes différentes. Quand on dit cellules souches embryonnaires, c'est qu'elles viennent d'un embryon humain. Soit on a un embryon humain, on fait de la recherche sur cet embryon, soit les cellules souches, souvent ce qu'on dit aussi, c'est quand on parle de cellules souches, c'est des cellules qu'on a prélevées sur un embryon et qu'on a mis en culture. Après, il y a d'autres lieux où on peut récupérer des cellules souches humaines sur les adultes, dans le sang de cordon aussi. Au fond, cellules souches, c'est des cellules qui sont capables soit de se multiplier beaucoup, mais aussi de devenir différents types de cellules. C'est un peu des cellules, on dit souches parce qu'elles sont un peu originelles en fait. Elles sont un peu moins différenciées. Vous voyez, si je prends une cellule de peau, elle est très différenciée, mais une cellule souche, eh bien, elle sera capable de devenir une cellule de peau ou une cellule de foie ou que sais-je. Voilà. Merci. Alors, question difficile. Si une personne sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, cela doit-il influencer son choix vocationnel? Je crois pas qu'il faille faire des catégories ou des cases. Je pense que chacun est une histoire sacrée, chacun est une histoire sacrée, pardon, et que chacun a, je veux dire, sa mission, peut-être pas forcément sa mission, mais sa vocation. J'aime bien ce mot-là. Euh, Franchement, je pense que la question de la vocation est tellement personnelle. Je trouverais indélicat de créer une catégorie ou de donner un conseil, mais en tout cas, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Je crois que même quand on ne peut pas donner la vie, des raisons biologiques ou pour des raisons de célibat ou que sais-je, il y a quand même toujours en nous ce grand désir de donner sa vie. Et ça, je crois qu'il faut aider les personnes à s'autoriser, à garder ça dans leur cœur. De se dire malgré tout, je peux toujours me donner aux autres, me donner dans mon association, dans mon art, dans ma créativité ou que sais-je. Et, euh, et dans la question de la vocation, je pense que cet appel-là nous touche tous intimement. Merci. Alors, est-ce que on peut parler de la GPA? Est-ce qu'elle est déjà en marche voilà, dans le monde, en France? Ah bah énormément, hein. C'est un business colossal. En France, évidemment, là, ça fait des années que des agences viennent de manière totalement frauduleuse sur notre territoire pour recruter des nouveaux clients.
Souvent, c'est des clients de GPA qui deviennent eux-mêmes des commerciaux pour les agences. Moi, en 2014, j'ai infiltré une agence de GPA, donc c'est un sujet que je connais plutôt bien, parce que je voulais voir comment ça se passait, comment, etc. Et en fait, avec une amie, on a mis en place un enregistrement, enfin, on a filmé, enfin bref. J'avais un faux mari à l'époque pour faire ça. Et en fait, ensuite, on a déposé la première plainte en France contre cette fraude, puisque c'est en fait c'est un délit d'entremise entre une agence, enfin c'est interdit quoi. Donc normalement une plainte avec des preuves costauds aurait dû aboutir. Bon, on était en plein, c'était 2014, donc on avait Madame Taubira comme garde des Sceaux, donc les plaintes voilà, n'ont toujours pas donné quoi que ce soit, et ça continue. Il y a des salons qui sont, je crois que c'est en septembre, il y avait un salon à Paris, un salon, comment ça s'appelait je sais plus, bébé à tout prix, je sais plus comment ça s'appelait. Et c'était un lieu où il y avait tout ce dont je vous ai parlé, hein, américain, Ukraine, Chypre, tout ce qu'on veut, autour de la PMA, de la GPA, du don d'ovocytes, du don de sperme, enfin, c'était le grand marché de la procréation en toute impunité. Il y a eu des demandes, des courriers au garde des Sceaux qui étaient, c'est toujours le même qu'aujourd'hui, Dupond-Moretti, des courriers au maire, au préfet. Enfin, normalement, vu l'état de la loi, ce, comment dirais-je, cette grande foire aurait dû être interdite. Ça n'a pas été le cas. Il y a une impunité absolue. Euh, il y a une prétendue volonté politique, mais qui n'est jamais suivie d'actes. Euh, donc, oui, ils agissent en toute impunité et en plus, on facilite énormément la GPA par finalement les juges, par le droit. Finalement, c'est un cheval de droit qui se met en place autour de la GPA avec une vraie facilitation des actes de reconnaissance des actes, etc. Et personne n'est jamais puni au fond. Euh, donc, malheureusement, ça ne fait qu'augmenter. Et puis aujourd'hui, on a quand même enfin, tout le monde se rappelle de Monsieur Fogiel qui faisait la une de tous les magazines avec son compagnon et leurs enfants, leurs deux filles nées de GPA, voilà, pour nous mettre sous les yeux des familles dans lesquelles la femme, la mère, toute femme a complètement disparu pour habituer les esprits. Quand on sait que la GPA est interdite et qu'on peut malgré tout faire la une des journaux sans être du tout inquiété, bon, on a compris qu'il y avait quand même une espèce de, comment dirais-je, de connivence coupable des autorités, etc. Et, et même, il y a des grosses structures aujourd'hui. J'ai fait un édito RCF il y a quelques temps là-dessus. Des structures comme TF1 qui donnent des congés maternité et paternité aux couples qui font des GPA à l'étranger. Donc c'est dans les voilà dans les petits bénéfices de l'entreprise qui reconnaît d'ailleurs c'était une grosse enquête qui était parue dans Marianne dont j'avais fait un édito sur RCF euh, qui reconnaît aussi dans le choix de ses programmes faire la promotion de la GPA et L'Oréal pareil un de ses têtes un de ses chefs eh bien, a fait une GPA à l'étranger et L'Oréal en a fait la promotion interne, a valorisé, on trouve des articles. Donc il y a des grosses entreprises françaises qui, voilà, qui ont mis ça dans leur business plan. Quoi. Merci. Alors, c'était le salon Désir d'enfant, me dit-on. Désir d'enfant, oui, c'est ça. 4 ou 5 personnes qui nous l'ont dit. Alors, une question. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui résistent à ce mouvement? Et il y a des tas de pays dans le monde où on a d'abord à trouver de quoi manger, de quoi boire. Enfin, je veux dire, la, la pauvreté mondiale devrait nous occuper beaucoup plus que tous ces sujets-là. Mais bien sûr, il y a des et puis il y a des pays où ils ont d'autres problèmes. Mais c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit bon, c'était peut-être ironique, mais c'est des problèmes de pays riches. C'est vrai quand même quelque part, c'est que je veux dire. Aller choisir la couleur des yeux de son enfant, c'est vraiment un problème de pays riche, quand dans d'autres pays, on se demande juste ce qu'on va donner à boire à son enfant. Et que, voilà. Donc, oui, il y a des pays qui résistent, mais probablement par. Il y a mieux. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais.
Et à la fois, en fait, vous évoquez, je crois notamment en Chine et en Inde, et ayant moi-même été en Inde, j'ai pu le voir. En effet, vous évoquez dans votre livre, en fait, les féminicides. En fait, hein, dans certains, vous dites, et je cite, dans certains pays, le diagnostic préimplantatoire est déjà utilisé pour la sélection des embryons selon leur sexe. Et c'est très courant en Chine et en Inde. Bah oui, surtout là-bas, effectivement, il y avait la politique de l'enfant unique et puis la politique de, enfin, dans la mentalité, dans ces pays-là, on a toujours préféré avoir un garçon, surtout si on n'a qu'un enfant, parce que ça prend soin de ses parents, ça ramène de l'argent, alors que la femme, il faut lui payer une dot et ensuite elle s'en va dans la belle famille. Donc, malheureusement, dans ces pays-là, avoir une fille, c'est un drame. Et effectivement, la technique sert aujourd'hui. Alors, le diagnostic préimplantatoire, pas tant que ça c'est plutôt les pays vraiment riches où on s'en sert pour choisir le sexe de son enfant parce qu'on veut une fille ou on veut un garçon. Dans les pays plus pauvres, ce qui est plutôt pratiqué, c'est, euh, c'est l'enchaînement échographie, avortement ou féminicide à la naissance. Et c'est absolument dramatique. Enfin, les chiffres sont impressionnants et ça, c'est dans la culture. Donc là, il y a vraiment quelque chose à changer. Enfin, quand on parle d'inégalité face aux petites filles et aux femmes, là, ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Chez nous, on en parle beaucoup, mais on n'est pas dans ces. Enfin, ça dépend des cultures. Je ne vais pas rentrer dans un nouveau sujet, mais en tout cas, le- l'élimination des petites filles dans ces pays pauvres, c'est. Et ensuite, quand elles sont là, la mauvaise prise en charge de leur éducation, enfin, les injustices vont avec, en fait, c'est normal. Merci. Une personne demande, à part la prière, y a-t-il un moyen de lutter contre ce mouvement mondial ahurissant? Oui, ce qu'on fait là, par exemple, je pense qu'il faut se former, il faut éclairer les consciences, mais et puis je pense que puisqu'on parle de prière, je peux parler du pape François, il a plusieurs primautés et il y en a une qui est intéressante, c'est la réalité est supérieure à l'idée. Tout ce qu'on se partage là, c'est beaucoup des idées. Et en fait, il y a un moment où la réalité nous saute toujours au visage. Si on pense au dérèglement climatique, à toutes ces erreurs qu'on a pu faire en, en, en se croyant tout puissant, en utilisant à outrance la nature, il y a un moment où quand on aura usé la nature humaine, on se rendra compte qu'on s'est planté. Et le réel reviendra. Alors d'ici là, ça aura fait beaucoup de casse, c'est sûr. Mais je crois qu'il faut aussi essayer de garder confiance dans l'homme. En fait, c'est vrai que moi, je parle beaucoup d'enjeux, de sujets qui sont difficiles, inquiétants, etc. Mais il faut garder une profonde espérance dans l'homme, dans sa capacité à choisir le bien, même si évidemment le bien ne sera jamais accompli dans ce bas monde, on le sait, et voilà, c'est pas possible. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment cultiver en profondeur l'espérance. Si la prière le donne, tant mieux, c'est un de ses fruits, mais en tout cas, il faut cultiver l'espérance et il se joue un cycle. Voilà, on a l'impression que c'est un cercle, un rouleau compresseur. Peut-être qu'il se joue un cycle, peut-être que de ce cycle, on ne verra pas la fin. Voilà, ça ne nous appartient pas, mais je crois qu'on n'a pas à porter non plus toute la douleur du monde sur nos épaules. On a chacun à faire notre petit chemin autour de nous, essayer de faire du mieux qu'on peut et, euh, et essayer d'être juste. Je pense que l'enjeu là maintenant, c'est surtout les générations les plus jeunes qui vont arriver, voilà, qui sont déjà énormément déboussolées. Ben, je pense que première chose à faire dans notre entourage, c'est de prendre soin de nos enfants, voilà, de nos neveux, de nos proches, pour essayer de construire des repères solides sur l'être humain, sur sa dignité, sur le fait qu'on est des êtres incarnés, corps, âme, esprit. On n'en a pas parlé, on aurait pu en parler, mais je pense vraiment voilà, enfin, voilà, faut garder aussi quand même confiance et les mauvais politiques n'auront qu'un temps. Ça s'éternise un peu, mais voilà, tout, tout peut changer. Le monde a vécu des cycles difficiles et ça se refera. Il y a aussi la question, je pense, de la formation. Peut-être que vous en proposez d'ailleurs à Alliance Vita, mais est-ce qu'il y a aussi des mouvements politiques
avec une dimension politique à privilégier? Qu'est-ce qu'on peut faire? On manifester aussi, oui. Oui, bien sûr, montrer, voilà, il faut toujours exister dans la cité, faire ce qu'on, voilà, montrer ce qu'on pense, dialoguer. Je pense que c'est très important de se former aussi à l'écoute. Enfin, nous, on propose ça aussi et au dialogue. Je pense qu'il faut être dans l'accueil bienveillant de l'autre parce que voilà, aujourd'hui, on est quand même dans un monde vachement déboussolé et je pense aux jeunes, etc. On peut pas les toucher avec des dogmes, avec des idées trop. Voilà, je pense que il y a vraiment une écoute à avoir et une forme de compassion par rapport au fait qu'on vit dans un monde ouais, déboussolé. Donc il faut choisir de ne pas trop l'être, même si on l'est sûrement chacun à notre manière un peu. Hein. Mais voilà, essayer de cultiver des repères et de la bienveillance. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'une trace écrite, puisque bon, l'enregistrement sera disponible bien sûr, mais je rappelle que vous avez écrit ce livre. Alors, j'ai remis le lien sur la messagerie instantanée, mais voilà, on retrouve déjà beaucoup de votre développement et on en a cité quelques passages. Donc, Bébé sur mesure, voilà, paru, je crois, en 2018. Donc voilà. Ah oui, une personne cite d'ailleurs je suis moi-même, Matthieu 28:20, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, ça peut effectivement nous donner de l'espérance. En tout cas, voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir. La semaine prochaine, nous rencontrons Gabriel Cluzel sur son livre Enracinés, nous sommes tous des héritiers, donc il ne s'agira pas de porter un regard nostalgique sur un passé révolu, mais de rappeler tout ce qui peut encore unir la société française. Voilà, ça va être, je pense, assez passionnant aussi la semaine prochaine. Et puis, dans 2 semaines, un webinaire de Carême avec Monseigneur Patrick Chauvet sur son livre Silence de Dieu, Silence des hommes, épidémie, guerre, catastrophe, mais où donc est Dieu? Voilà, donc on pourra en discuter dans 2 semaines avec Monseigneur Patrick Chauvet. Alors tous ces webinaires, y compris l'enregistrement de celui-ci et de ceux qui sont déjà passés, hein, je les ai cités en début, mais vous pouvez tous les retrouver bien, dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Donc je vous mets le lien tout de suite, site des éditions Artege. Voilà, en tout cas je souhaite à chacun. Ah oui, une personne, bon peut-être dernière question. Je ne sais pas si je peux encore poser une question, me demande la personne, mais une idée de film pour ados pour parler de ces sujets. Est-ce qu'on peut les évangéliser un peu par là? Ah oui, oui, alors c'est une bonne question. Alors il y a Bienvenue à Gattaca, évidemment, ça c'est très très bien fait, c'est vraiment très intéressant, je le recommande. Il y a aussi Ma vie pour la tienne, par exemple. C'est aussi, c'est sur le bébé médicament, mais c'est aussi, voilà, les sénateurs l'ont remis hier dans le projet de loi, donc c'est intéressant de se questionner là-dessus. Ma vie pour la tienne. Euh, hmm, ouais, un film, là, j'ai comme ça, j'ai que ça qui Sur me vient. l'avortement, on a vu Unplanned aussi. Ah oui, il y a le plan, oui, effectivement, c'est Et je crois intéressant. qu'il y a Sage, j'ai vu ça récemment, qui sort un film qui s'appelle Bella, non? Alors, Ouais, ouais, un je film qui suis s'appelle pas Bella et sur l'avortement aussi. d'accord. Moi, je suis pas Et toujours au courant d'eux. Et sinon, il y a oui, sur ces sujets-là, il y a un documentaire qui s'appelle Comme mon livre Bébé sur mesure, qui, je sais pas s'il est encore en ligne, hein, ça doit se retrouver peut-être sur YouTube, je sais pas. Je sais plus comment s'appelle le réalisateur, mais c'est vraiment hyper intéressant. Les images sont parfois plus faciles pour les jeunes que les bouquins, c'est sûr. merci. Eh bien, voilà, bonne soirée à tous, bon repos, voilà, et puis la semaine prochaine à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Voilà. À très bientôt, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.